Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques idées sur la méthode des éléments finis. Je vais essayer de vous donner quelques exemples, bien sûr applications. Alors, la méthode des éléments finis est une méthode numérique, en l'occurrence de la méthode des volumes finis et la méthode de différence finie. Bien sûr, chaque méthode a ses capacités, a ses inconvénients et a ses avantages en ce qui concerne son utilisation. Donc, la méthode des éléments finis est une méthode numérique qui permet l'approximation de la solution d'une équation différentielle, c'est-à-dire de trouver la solution approchée d'une équation différentielle. Surtout, parfois, on se trouve en face des équations différentielles qui n'ont pas de solution analytique. Donc, il faudra bien sûr passer par les méthodes numériques pour avoir une idée, au moins une idée sur la solution du problème. Bien sûr, il faudra définir les conditions et limites pour avoir une solution approchée. Sinon, on va avoir une multitude de solutions. Alors, je vais essayer de vous donner ici les grandes lignes de la méthode des éléments finis. Voilà, les grandes lignes de la méthode ici des éléments finis. Voilà. Donc tout d'abord, comme toutes les méthodes numériques bien sûr, avant de passer à la résolution, on doit tout d'abord définir la physique du problème. C'est-à-dire, c'est de définir le modèle mathématique qui régit cette équation, ou bien ce phénomène. Qui dit formulation des équations, c'est-à-dire on va définir comment, qui est le modèle quand même qui gouverne ce phénomène. Bien sûr, il faut définir les conditions limites. Donc, l'utilisation de la méthode des éléments finis passe par la formulation intégrale, c'est-à-dire on va intégrer cette équation-là sur le domaine considéré. Et dans le cas de la méthode des éléments finis, on peut avoir la formulation faible ou la formulation faible. En pratique, la méthode la plus utilisée, c'est la formulation faible, tout simplement parce que c'est une formulation qui permet, l'avantage de cette méthode-là, de cette forme-là, elle permet d'incorporer les conditions et limites dans la formulation elle-même, formulation intégrale. Vous allez voir par la suite qu'est-ce que je veux dire par là. Ok. Et là, nous avons aussi la formulation faible, forte plutôt. C'est une formulation qui permet d'intégrer directement cette équation, c'est-à-dire aucun changement ne sera porté sur l'équation du problème. Alors que la formulation faible, elle permet quand même de modifier un petit peu l'équation, c'est-à-dire faible, elle s'appelle faible tout simplement parce qu'elle permet de réduire le degré de la dérivée de notre équation. C'est-à-dire, si vous avez une équation de second ordre, elle devient une équation de premier ordre. Qui dit méthode numérique dit discrétisation, c'est-à-dire avoir une solution approchée, avoir une solution discrète au niveau, c'est-à-dire une solution au niveau de chaque point. C'est-à-dire, en fonction du maillage que nous allons utiliser, on va avoir une solution qui est approchée, une solution discrète au niveau des points. Pas comme la solution exacte où nous allons avoir une solution continue. Donc, tout d'abord, bien sûr, il faudra passer par la division du domaine. Qui dit division du domaine, dit subdivision du domaine en petits éléments. Ok, donc la somme de tous ces éléments, ou bien de la surface de tous ces éléments, donnera bien évidemment la surface de tout le domaine. Par la suite, une fois on a subdivisé le domaine et on a eu la forme intégrale, on va intégrer maintenant cette équation sur chaque élément. Intégrer cette équation sur cet élément, bien sûr, il faudra passer par une approximation polynomiale.
que nous allons voir par la suite. Donc, approximation sur l'élément, c'est-à-dire c'est d'intégrer sur chaque élément. L'étape 4, c'est on passe à l'assemblage. Une fois que nous avons appliqué cette formulation faible, nous avons intégré sur chaque élément. Pour chaque élément, on obtient un système d'équations. Et pour tout le domaine, pour avoir le système d'équations qui englobe tout le domaine, on doit faire l'assemblage de toutes les matrices élémentaires que nous avons obtenues pour chaque élément. Bien sûr, il faudra appliquer les conditions limites pour pouvoir par la suite résoudre ce système-là pour avoir la solution de notre problème dans tout le domaine. Et par la suite, bien sûr, il faudra présenter les résultats. Alors, il faut noter quelque chose. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai extrait à partir d'un document que j'ai trouvé sur Internet. C'est un document qui appartient à Monsieur Srir. Donc, je l'ai trouvé sur Internet. C'est un document, je conseille tout le monde à le consulter parce que c'est un document qui est très très important. Il donne, moi personnellement, j'ai appris la méthode des éléments finis grâce à cet élément. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'aperçu sur la méthode des éléments finis avec une application sur MATLAB. D'ailleurs, même il a donné un petit aperçu sur MATLAB, et c'est-à-dire il a expliqué tout ce qu'il a utilisé, tout ce dont on a besoin pour l'application de cette méthode-là avec MATLAB. Okay? Donc il a donné des aperçus sur MATLAB et sur la méthode des éléments finis, avec des exemples, bien sûr. Voilà. Alors, ici, je vais essayer de vous donner un exemple. Donc, toujours, je dis, cet exemple-là, il est extrait de documents de M. Srir. Donc, nous allons appliquer ces étapes-là que j'ai citées là-haut. Je vais essayer de les appliquer pour les équations, par exemple, les équations de premier ordre. Alors, la première étape, c'est de définir le problème, définir l'équation du problème, ainsi que les conditions limites. Donc, ici, nous avons cette équation-là, qui est une équation de premier ordre. C'est une équation qui varie, ou bien qui est définie dans un domaine 1D. Ce domaine-là, il varie entre 0 et 2, avec la condition aux limites U0 est égale à 0. Nous avons la chance ici d'avoir la solution exacte pour comparer par la suite. Alors, donc ici, il n'a pas respecté des étapes, mais quand même. Donc, discrétisation du domaine. Donc, nous avons un domaine qui est 1D. On va discrétiser le domaine, c'est-à-dire subdiviser le domaine en petits éléments. Ici, nous avons 4 éléments et 4 nœuds. Donc, cette discrétisation va nous permettre d'établir le tableau de connectivité et le tableau des coordonnées. Qui dit tableau de connectivité, les éléments, donc elle comporte les éléments. Ce tableau il comporte le numéro des éléments, donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, chaque élément est entouré ou bien est limité par 2 nœuds et les numéros des nœuds. 1, 2, donc l'élément 1, il est limité par 1, 2, 2 par 2, 3, etc. Le tableau des coordonnées, il contient les numéros des nœuds, donc de 1 jusqu'à 5, ainsi que les coordonnées des points. Ok. Par la suite, il faudra passer à l'approximation, bien la discrétisation et interpolation sur l'élément. Donc, il y a des approximations, c'est-à-dire on va utiliser une approximation nodale. Donc, nous allons utiliser un polynôme. Un polynôme de degré bien défini. Ici, nous avons utilisé un polynôme de degré 1. Donc, U, nous avons remplacé notre fonction. U est égal à A0 plus A1 fois X. Okay? C'est-à-dire, nous avons supposé que la solution entre le nœud 1 et le nœud 2, c'est une droite qui est définie par cette
expression, par un polynôme de degré 1. Ok, c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'autre point, si la solution par exemple elle est là, donc c'est une droite, etc. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle l'approche polynomiale. Donc cette écriture là peut s'écrire sous forme vectorielle comme ça. Donc vous avez U est égal le vecteur ligne fois ce vecteur là qui s'écrit comme ça. Donc U est égal le P, donc le vecteur P fois le vecteur AN. Par la suite nous allons appliquer cette écriture pour chaque élément pour obtenir bien sûr ceci. Donc U1 U2 est égal 1 x1 1 x2 fois A0 qui s'écrit aussi comme ça. Alors, on peut extraire le A, ce vecteur-là, qui s'écrit comme ça. Donc, l'inverse de cette matrice-là fois UN, que je vais remplacer par la suite dans cette écriture pour avoir la forme générale. En remplaçant AN, on peut maintenant approcher la fonction U par, qui s'écrit finalement comme ça. Donc ici, si vous avez remarqué ici, nous avons un vecteur qui est une fonction de X. Et ce vecteur-là contient ce qu'on appelle les fonctions de forme. Ok. Donc l'application de cette écriture-là pour chaque... voilà, donc maintenant on va passer à l'obtention des matrices élémentaires. Et pour obtenir les matrices élémentaires, on va remplacer U dans notre équation intégrale. C'est-à-dire là où vous trouvez U, etc., on va le remplacer par cette écriture. Maintenant, pour avoir les matrices élémentaires, on va intégrer sur chaque élément. On va écrire maintenant la dérivée de U par rapport à X est égale à la dérivée de 1 par rapport à X, puisque nous avons que le N qui est en fonction de X. Nous avons la fonction de pondération, bien sûr, pour intégrer, on doit multiplier notre équation par une fonction de pondération, ok, pour pouvoir intégrer par la suite. Donc c'est une fonction qui va disparaître par la suite. Donc vous avez cette fonction là de pondération qui est égale à 1 fois sigma n. Et pour commodité, on écrit sigma n est égal, donc en principe on trouve la même chose, hein. Donc c'est sigma n fois t fois 1t, c'est-à-dire transposer. Alors on intègre sur chaque élément, on obtient les matrices élémentaires. Ok, bien sûr, pour trouver les matrices élémentaires, voilà, il faut intégrer sur chaque élément. Par la suite, on va faire l'assemblage. Alors, avant de faire l'assemblage, donc les matrices élémentaires obtenues pour chaque élément sont là. Pour l'élément 1, nous avons cette matrice-là. En principe, nous avons uniquement cette matrice issue de deux vecteurs. Alors, nous avons construit toute cette matrice, tout ce système-là, pour pouvoir faire l'assemblage. C'est-à-dire, pour l'élément 1, l'élément 2, et l'élément 3, et l'élément 4, bien sûr, nous avons les mêmes dimensions. Ok, les mêmes dimensions. Par la suite, on fait la somme pour avoir la matrice globale. Ok, la matrice globale qui s'écrit de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous avons fait la somme-là, nous avons obtenu ce système qui s'écrit K fois U fois F. Donc K c'est la matrice de rigidité, U c'est la solution recherchée et F le vecteur force. Bien sûr, pour la résolution de ce système là, on va définir les conditions en limite, et pour les conditions en limite, comme vous savez, nous avons la matrice, nous avons la solution U1, puisque la condition U1 on la connaît, et puisqu'elle est égale à 0, on va supprimer cette ligne là et cette colonne. Donc nous avons uniquement cette matrice-là, ce système-là. Maintenant, si vous connaissez la condition U5, donc on va supprimer encore cette ligne et cette colonne. Si nous avons bien sûr U5 est égal à 0. Maintenant, si U1 n'est pas égal à 0, à ce moment-là, donc ce terme-là va changer. C'est-à-dire, une fois on supprime cette ligne et cette ligne, on multiplie maintenant cette ligne-là fois cette colonne, on obtient moins 11 fois U1 qui va s'ajouter ici. Ok? Par la suite, on fait la résolution. Donc, le système global pour notre cas est ceci.
Alors il suffit de résoudre ce système pour avoir la solution du problème. Donc il suffit de résoudre ce système d'équation pour avoir la solution du système du problème. Alors pour le résultat obtenu, voilà. Donc nous avons comparé ici la solution exacte et la solution approchée avec, vous voyez là, la force de la méthode des éléments finis, hein. Avec 4 éléments, nous avons presque la solution qui se rapproche de la solution exacte. Alors maintenant nous allons passer aux équations aux dérivées partielles de second ordre, parce que c'est le plus important ici et c'est un petit peu compliqué aussi. Alors dans notre cas, nous avons pris l'équation de Poisson. Donc l'équation de Poisson est une équation différentielle qui est très répandue aussi dans la pratique. Et si maintenant la fonction là, j, x, y est égale à 0, donc on obtient l'équation de Laplace. Ok? Donc nous avons cette équation là, donc vous avez la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y qui est égale g de x. Dans le domaine, bien sûr, dans ce domaine. Et vous avez bien sûr les conditions limites. U est égal à U bar sur la limite. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet. Et si vous avez les conditions de Neumann, c'est-à-dire vous avez le flux est connu, on les appelle les conditions de Neumann. Alors, la forme intégrale. Donc, bien sûr, il faudra multiplier notre équation par une fonction de pondération et puis intégrer. Après intégration, voilà ce que nous avons obtenu. Donc ici, nous avons utilisé la forme faible. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, lorsque j'intègre tout ça, elle n'est pas là. Ok? Donc je ne vois pas cette dérivée-là. Alors, en principe, nous avons obtenu ce terme-là grâce à l'intégration par partie. Donc, lorsque nous avons multiplié cette équation par une fonction de pondération, donc nous avons intégré ce terme-là par une fonction par partie pour obtenir cette écriture. Ok? Et l'intégration par partie va faire apparaître ce terme-là qui va nous permettre d'introduire les conditions limites. Ok? Donc la forme intégrale. Je vous conseille de faire une petite recherche sur ça. Vous allez avoir cette écriture-là. Alors pour l'approximation nodale, nous avons utilisé cet élément. Ok? Pour le cas de ND, si vous vous souvenez, nous avons utilisé un élément monodimensionnel selon x seulement ou bien selon y. Dans ce cas, nous avons un élément triangulaire qui est écrit comme ça. Ok, nous avons U1, U2, U3 avec les coordonnées bien sûr respectives. Pour pour l'approximation polynomiale, donc nous avons utilisé celui-là. Donc U est égal à 1 plus A2 fois X plus A3 fois Y. Donc vous avez le Y qui apparaît ici, tout simplement parce que nous avons un domaine qui est 2D. La forme vectorielle. Et en l'appliquant sur chaque élément, donc voilà ce que nous avons obtenu. Donc ce vecteur est égal à celui-là. Puis on va faire ressortir A1 à partir de cette écriture. Donc vous avez le A, ce vecteur-là qui s'écrit de cette façon. Donc c'est l'inverse de cette matrice-là. Ça c'est l'inverse de cette matrice, fois U1. Où A est égal à 1 sur 2, déterminant de tout ça. Le A là, c'est en fait la surface de cet élément. Donc en fait c'est la surface de cet élément. Donc après quelques arrangements, on obtient ça. Donc U qui s'écrit H1 fois U1, H2 fois U2, H3 fois U3. Le H1, H2, H3 sont en fonction de X et Y. Alors, de manière générale, le H1, le H2 et le H3 s'écrivent de cette façon. Alors, maintenant, cette écriture-là va nous permettre, donc l'application pour chaque élément va nous permettre d'avoir la matrice élémentaire pour chaque élément. C'est-à-dire, je vais intégrer sur chaque élément. Ok? Et si nous n'avons pas pris en considération la fonction Gx, parce que G, tout simplement parce que nous avons
nous allons traiter ici l'équation de Poisson. Ok, donc ce terme-là, l'intégration de ce terme-là sur chaque élément, c'est-à-dire on va remplacer la dérivée de W par rapport à X, la dérivée de O par rapport à X par leur écriture respective, on obtient ça. Ok, on obtient cette écriture. Ok. Alors, pour chaque élément, donc la matrice élémentaire s'écrit de cette façon. Pour chaque élément, d'une manière générale, s'écrit de cette façon. Tel que K1, K2, K1, 2, K1, 3 s'écrivent, donc ont été obtenus avec ces écritures. Donc c'est simple quand même à obtenir ça, pas de problème. Par la suite, il faut prendre en considération les conditions limites. Qui dit conditions limites, on va les prendre grâce à ce terme-là qui est apparu dans notre équation après l'utilisation de l'intégration faible. Ok, on intègre ce terme-là sur chaque élément, ou bien sur les frontières. Hein, sur les frontières. Maintenant, si nous avons le gradient ou bien le flux qui est connu, donc on va appliquer cette écriture-là. Maintenant, si le flux est égal à 0, donc on ne va pas intégrer tout simplement parce qu'il est égal à 0. Maintenant, si nous avons si nous avons les conditions limites de Dirichlet, à ce moment-là, il faudra faire un traitement spécifique de la matrice. C'est un petit peu compliqué pour expliquer ici. Hein. Alors, si vous avez le flux qui est connu, voilà comment ça s'écrit ce terme-là par rapport à X. Hein, j'ai dit ici par rapport à X parce qu'il y a une direction bien définie pour cet espace-là, ou bien pour la condition limite. Donc à la fin, on obtient bien sûr un système d'équations après la prise en compte des conditions limites. Donc on obtient un système d'équations K fois U fois F qu'on résout pour avoir la solution par la suite. Alors, moi j'ai établi un programme sur MATLAB pour résoudre ce genre de problème. Je vais essayer de vous donner quels sont les résultats obtenus. Vous allez voir, bien sûr, on va essayer quand même de comparer par rapport à ce qui est trouvé par MATLAB. Ok. Alors, je vais essayer d'ouvrir directement le répertoire. Ok. Bon, je vais ouvrir directement le répertoire. Ok, voilà mon répertoire. Voilà. Donc mon programme, je l'ai appelé assemblage de. Bon. Donc il est là. Donc j'ai établi mon programme ici. Donc il est là. Donc ce programme-là, il permet de résoudre l'équation de Laplace avec la méthode des éléments finis pour un maillage triangulaire. Ok. Donc voilà mon domaine commun en effet. Donc j'ai utilisé les commentaires pour ne pas perturber la résolution. Donc vous avez ici, on va appliquer une condition ici, U0, U1, UL, UL et U0, UE. Donc ici on va appliquer 50, ici on va appliquer 50. Donc ici je vais appliquer 50, 50, ici 0, 0. Ok, avec ces conditions là. Donc vous avez l'équation de Laplace sur tout le domaine. Donc ici c'est l'assemblage de notre équation. Tout d'abord je vais commencer tout d'abord par la création du maillage. Maintenant pour la création du maillage, je vais utiliser le toolbook de MATLAB. PDO Tool. Donc PDO Tool est permis de résoudre les équations différentielles, les équations donc elliptique, parabolique, hyperbolique et engine modes. Ok. Alors tout d'abord je vais commencer par la création de la géométrie. Donc ma géométrie commence par 0, 0. Elle a une longueur de 10 et une hauteur de 4. 8, une longueur de 8 et une hauteur de 4. Ok.
Je vais montrer voilà. Donc ici, moins 1 jusqu'à moins 10. Moins 1 jusqu'à 6. Voilà. Elle est là, ma géométrie. Donc je vais faire maintenant le maillage. Voilà, donc ça c'est un maillage grossier. Maintenant, si vous voulez voir les numéros des nœuds, c'est-à-dire pour établir les connectivités, maillage, ça c'est le numéro des nœuds, ça c'est le numéro des éléments. Moi, j'ai pas besoin d'afficher parce que ça va encombrer un petit peu. Je raffine et je raffine davantage. Ok. Et pour maintenant, je vais exporter ce maillage. Export match. Voilà, en fait, ok. Et vous allez remarquer que 3 variables ont été créées. Donc E, P et T. Maintenant, nous avons uniquement besoin de P et du T. Donc le P, en fait, c'est la table des coordonnées. Donc elle contient les coordonnées de chaque point, chaque nœud. Et T, c'est la table des connectivités. Donc elle contient les éléments, ou bien les numéros des nœuds. Maintenant, si je vous prenez par exemple ce tableau-là, ou bien cette colonne-là, elle contient les numéros des nœuds qui forment un élément. Ok. Ok. Maintenant, pour enregistrer ce maillage, voilà, je vais activer cette partie. Ok, save file. Donc je vais enregistrer des données dans un maillage bien donné. Par exemple, je vais l'appeler ici maillage 6.mat 2 et 6.mat. Ok. Donc il suffit d'écrire, donc d'exécuter cette partie. Ok. On va attendre un petit peu, peut-être elle est là. T6, T6. Ok. Par la suite, il faut exécuter cette partie-là pour enregistrer à l'intérieur donc le P, le I, le E et le T. Ok. On exécute. Ok. Maintenant, vous avez votre fichier, il est là. Donc, il contient le P, le I, le E, le P, le E et le T. Ok. Maintenant, je vais désactiver encore une fois cette. Ok. Maintenant, pour importer le maillage, donc j'utilise cette écriture load maillage T6. Ok. H P2 match PET, donc elle permet de visualiser le maillage. Ok. On va exécuter ces deux lignes. Ok. Si vous voyez ici, nous avons le même maillage qu'ici. Ok. C'est bon. Maintenant, une fois que le maillage est importé, les données ont été importées, j'applique les conditions limites. Une fois que les conditions limites ont été introduites, on fait cette partie-là, elle fait l'assemblage. C'est-à-dire pour chaque élément, je calcule la matrice élémentaire et je fais l'assemblage. Donc cette partie-là fait l'assemblage. Donc à chaque fois que j'ajoute, donc j'initialise avec des zéros et puis à chaque fois j'ajoute les matrices élémentaires pour trouver la matrice globale. Maintenant, si vous avez remarqué ici, nous avons utilisé une fonction pour calculer les matrices élémentaires. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc j'ai utilisé ça. À l'intérieur de celui-là, donc il importe, donc ici il a besoin des coordonnées des points, il va les appliquer ici pour calculer la matrice élémentaire pour chaque élément. Ok. Par la suite, j'ai besoin pour l'introduction des conditions limites, donc j'ai besoin donc de faire ressortir les nœuds qui se trouvent sur les bords.
Et pour cela, j'ai utilisé ces commandes-là. Ok, donc ces commandes à x est égal à L. Donc x est égal à 0, donc j'ai extrait ces nœuds. X est égal à L, x est égal à L, x est égal à y est égal à 0, y est égal à L. Pourquoi j'ai extrait ça? C'est pour l'introduction des conditions limites. Alors, pour l'application des conditions limites, voilà, j'ai appliqué cette partie-là. Donc, on exécute cette partie. OK? Voilà, si vous remarquez ici, voilà, vous trouverez ici le UE. Donc, UE, c'est ici. Le UL, c'est à la fin. Le UL, c'est ici. Et le U0, elle est là. OK? Donc ça permet aussi d'avoir le vecteur force et de modifier bien sûr la matrice globale en fonction des conditions limites. Donc ici pour la modification, pour l'introduction des conditions limites, donc j'ai besoin d'exécuter cette écriture. Donc j'ai besoin le cas, le F et les conditions ou bien les limites, ou bien les numéros des nœuds, etc. Donc pour la fonction f, elle est là. Ok. Donc j'ai utilisé cette fonction là. Vous pouvez comment voir. Ok. Une fois la matrice globale et le vecteur force ont été trouvés, alors on passe à la résolution. Donc U est égal K en T/F pour résoudre un système d'équations dans MATLAB. Par la suite, je présente les résultats. Alors maintenant, j'exécute mon programme. Voilà la solution que j'ai obtenue avec mon programme. Ok. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que donnera MATLAB. Ok. Alors pour la résolution de l'équation de Laplace avec MATLAB, donc je vais utiliser le toolbox de MATLAB. Ok. Donc j'ai créé ma géométrie, je l'ai maillée. Ok. Maintenant, je vais définir les conditions limites. Je clique sur la limite 1. Donc, vous avez les conditions de Newman, les conditions de Dirichlet. Donc, on va utiliser les conditions de Dirichlet. Donc, H est égal à 1 et R est égal, ici, je vais écrire 50. OK. La même chose ici, je vais écrire 50. Alors, pour les autres, c'est pas la peine d'écrire parce que c'est par défaut est égal à 0. OK. Je définis mon équation. Donc, j'ai dit l'équation de Laplace. Donc, c'est une équation elliptique, ok, qui s'écrit de cette façon. Ça, c'est l'équation générale. Hein. On peut trouver l'équation de Poisson, l'équation de Laplace. Alors, pour avoir l'équation de Laplace, vous avez le C, le A et le F. Dans notre cas, pour avoir l'équation de Laplace, donc vous avez le A qui est égal à 0 et le F qui est égal à 0. OK? Et le C est égal à 1. OK? Je raffine davantage le maillage. OK? Et je calcule. Voilà, donc ça c'est la solution générale. Je vais tracer les contours. Je vais utiliser ici 30 pour avoir la même chose que dans mon programme. OK. Maintenant, si vous remarquez, j'ai pratiquement la même solution. OK? Avec MATLAB et avec la méthode des éléments finis. OK? Maintenant, on va essayer de compliquer un petit peu l'existence. OK? On va essayer de compliquer un petit peu le problème. OK? Je vais par exemple tracer ici un rectangle. Ici, un autre rectangle. Vous allez voir que le programme que j'ai établi marche très bien. OK? Je vais tracer par exemple ici un cercle. OK? Je vais tracer un autre rectangle ici. Maintenant, je vais supprimer ces parties. Donc, pour les supprimer, il suffit d'écrire, donc de remplacer ici le plus par le moins. Moins et moins. Je maille. OK.
Donc c'est une géométrie qui est compliquée. Ok. Donc maintenant je vais appliquer ici les conditions de, c'est-à-dire sur les bords, je vais appliquer les conditions de Dirichlet. Pour les autres, je vais appliquer les conditions de Neumann. Ok. Alors pour les autres, je pense c'est donc ici je vais appliquer 50. La même chose ici, 50. Ici, bien sûr, ici, je vais appliquer aussi 50. Et puis pour les autres, ce sera 0. Ah, je pense que c'est 0. Je le laisse 0. Donc c'est ici. Ici, 50. Donc ici par défaut c'est 0. Et pour les autres, je vais appliquer les conditions du Neumann. Donc ici, ok, les conditions du Neumann qui est égal à 0. Donc le gradient qui est nul. Ok. Maintenant, j'ai défini mon équation, donc c'est bon, et je résous. Ok, vous avez ça. Alors, on va essayer maintenant, on va exporter le maillage pour voir ce que donnera mon programme. En fait, ici, le E et le P et le T, j'ai écrasé déjà le maillage qui a été créé. Alors, il suffit juste donc d'exécuter mon programme à partir de là. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé avec mon programme. Pratiquement, j'ai trouvé la même chose. Ok. Et pour ce, je vous remercie pour votre attention et à une autre vidéo.